Vox Libri. Littérature religieuse, théologie, témoignages de foi. Une émission présentée par François Maillot avec le conseil éditorial de la librairie La Procure. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis à ce micro de Vox Libri et aujourd'hui je suis accompagné par Mathilde Maillot de La Procure. Bonjour François. Bonjour Mathilde, merci d'être là et merci à notre invité Tugdual Derville. Bonjour Tugdual. Bonjour à tous les deux. On est très content de vous recevoir à cette émission pour un livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Emmanuel sur une aventure, l'aventure à bras ouverts, qui est une association que vous avez créée il y a pas mal de temps, il y a une trentaine d'années, c'est ça ? Oui. 30 ans. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, vous avez co-initié ce courant important aujourd'hui dans la réflexion chrétienne et humaine, plus largement pour une écologie humaine. Et vous avez donc été fondateur d'À Bras Ouverts. Vous avez laissé la main sur cette association. D'ailleurs, on en parlera. C'est toujours un moment décisif, celui de passer la main sur quelque chose qu'on a soi-même créé. Et c'est pas toujours le plus simple. On le sait dans le monde ecclésial notamment, mais aussi dans la société civile et dans les associations en particulier. Mais donc, l'aventure d'À Bras Ouverts, donc, c'est cette association qui a proposé de s'occuper de manière différente d'enfants handicapés pour leur permettre, d'accéder à la beauté de la vie avec les autres, sans être dans un ghetto. Et alors, je n'ai pas envie de dire, je ne pourrais pas dire en oubliant leur handicap. Est-ce qu'on oublie son handicap ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, en vivant avec les autres, avec ceux qui sont considérés comme normaux, on met plein de guillemets dans cette émission de radio. Et ça, c'était le but d'À Bras Ouverts. Alors, on va en parler. Mais juste, Tugdual Derville, c'est important peut-être que vous nous expliquiez, avant cette aventure, qui vous étiez. Parce que quand vous avez monté ça, vous étiez jeune. Et c'est vrai que moi, à 20 ans, j'aurais pas, d'ailleurs même aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais eu le charisme pour faire quelque chose comme ça. Enfin, à 20 ans, je n'étais pas du tout dans ce genre de préoccupation. Quand même, qui étiez-vous ? Quel adolescent, quel jeune homme étiez-vous avant de fonder ça? Et qu'est-ce qu'il y avait en germe? Qu'est-ce qu'il y avait sous votre crâne là, et dans votre cœur? Bien, c'est une question compliquée. C'est vrai que je me suis quand même interrogé en écrivant l'histoire d'À Bras Ouverts, cette aventure sur pourquoi moi. Et vous avez dit, François, que je l'avais créée. Moi, j'ai eu l'impression, en relisant l'histoire, qu'elle m'avait traversé. Et vous avez dit aussi que nous avions proposé à ces enfants, au fond, de découvrir, je ne sais pas comment vous l'avez dit, la vraie vie, mais j'ai eu l'impression de découvrir la vraie vie. C'est ça qui s'est passé, en fait. Je pense que j'étais un jeune homme chrétien, mais un peu désabusé par une enfance regrettée et puis la solitude propre à l'adolescence aussi. Et à 20 ans, j'ai fait une rencontre qui a vraiment fait basculer ma vie. Alors, j'ai eu l'impression que j'avais eu beaucoup de ratés avant. Mais j'ai eu beaucoup de mal dans les années du lycée. J'étais un peu zèbre sur les bords, dyslexique aussi. J'ai cru le comprendre ensuite. Et j'ai fait 2 premières et 2 terminales. Et c'est à partir du moment où j'ai réussi des études supérieures poussées, c'est à partir de que ça a libéré en moi plein d'énergie qui était contenue et un peu exprimée de manière désordonnée et sans que je trouve ma voix. Donc c'est la rencontre avec un petit garçon qui a bouleversé ma vie. Et ce qu'il y a d'assez particulier, ça se passait à Lourdes, c'est que je l'ai senti. C'est-à-dire j'ai vraiment senti que ma vie avait changé. Complètement. Je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais en tout cas, un bonheur immense est rentré dans ma vie lorsque j'ai rencontré ce petit Cédric, et que je me suis rendu compte qu'il y avait là un voyage, je l'ai appelé, c'est le sous-titre du livre, un voyage en humanité, c'est-à-dire que jamais je ne ferai d'aussi beau voyage que dans ce type de rencontre. J'ai été émerveillé par sa personne. Alors, au fond, c'est comme si le handicap avait révélé sa personne. C'est paradoxal de dire ça, et ça peut être même un peu dur, parce que j'ai été confronté dans mes rencontres et à Bras Ouverts ou ailleurs avec tout ce que la souffrance liée au handicap peut entraîner comme malheur, comme tristesse, parfois des suicides. Donc je ne veux pas être dans l'angélisme, mais c'est comme si le handicap avait manifesté combien la personne était belle derrière, parce qu'il ne répondait que par oui
et non avec des battements très imperceptibles des yeux à mes questions. Et derrière tout ça, il y avait sa personne vraiment intacte. Là, je me suis dit, mais quelle merveille, quelle extraordinaire aventure de découvrir que derrière celui que peut-être je serais passé à côté, mais à Lourdes, c'était comme un écrin pour la rencontre. J'avais fait cette rencontre et puis ensuite, j'en ai fait d'autres qui m'ont toujours émerveillé. Alors, quand même, avant de continuer dans cette aventure, moi j'aime bien toujours m'interroger sur les origines. Parce que, et vous le racontez dans le livre, vous êtes étudiant, là je crois que vous êtes à la fin de votre première année de Sciences Po. Exact, ouais. Donc, il n'y a pas de mauvaises écoles, hein, donc il y a des gens très bien qui font Sciences Po. Donc, vous êtes un petit peu comme ça dans un été où vous ne savez pas exactement quoi faire, et vous allez un peu à Lourdes, pas par hasard, mais presque. C'est-à-dire que donc là, il y a quand même, on se dit quand même, et c'est là où cette rencontre se fait. C'est toujours très impressionnant de voir comme au fond, on contrôle pas grand-chose dans nos destinées. Parce que ce Lourdes que vous n'aviez pas programmé, c'est un cadeau. Oui, bah si vous évoquez en filigrane la providence, je suis stupéfait de voir la place de la providence dans nos vies. Et si je vais au bout de la logique, la phrase de l'Évangile que je ne cite pas dans mon livre, mais qui me touche le plus, après celle que je cite plusieurs fois, qui est ce fameux émerveillement de Jésus, du Christ en présence de l'Esprit Saint, lorsqu'il loue le Père d'avoir révélé aux plus petits ce qui est caché aux sages, aux intelligents, c'est celle que je préfère. Mais la deuxième que je préfère, c'est la toute dernière de l'Évangile. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et je crois bien que si on le mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Et quand j'écris Suite d'Abrasière, je me dis, il y a tellement de providence. Effectivement, c'est presque par hasard que je me suis retrouvé à Lourdes, avec une sorte de mépris pharisien pour ce que je pensais être les bondieuseries de Lourdes. D'ailleurs, je suis un peu passé au début à côté, puis ensuite j'ai quand même mieux rencontré au fil des voyages la grâce de Lourdes, propre à Lourdes. Mais là, j'ai été saisi. Et moi, j'aime bien, enfin, c'est le pape Benoît XVI qui dit le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Et chacun d'entre nous, on est appelé un jour à voir comme une misère, mais aussi peut-être une merveille. Moi, j'ai été saisi par cela. Puis je pense aussi, je rends hommage dans mon livre à un monsieur qui ne le saura peut-être jamais, il est peut-être parti au ciel, un monsieur non-voyant qui a transformé ma tristesse encore adolescente, mon cafard adolescent du dernier jour de pèlerinage, lorsque je me suis dit, j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie, maintenant je vais retomber dans mon quotidien que pourtant j'aimais tant, la pêche à la ligne, la plage, l'été, etc., où je suis retourné ensuite. Et le monsieur aveugle, à côté de moi, m'entendant parler à Cédric, a poussé un cri en s'interrogeant, je ne vais pas le refaire là, mais en s'interrogeant sur voilà, ce qu'elle est belle la jeunesse de Lourdes. Et si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. Et c'est quand il a poussé ce cri qu'il a fondé en moi, dans mes entrailles, le désir de poursuivre, de continuer. Et du coup, j'ai pris la décision, un peu volontariste d'ailleurs à l'époque, de dire je veux être jeunesse de Lourdes en France. Il n'y a pas de raison qu'effectivement ces ghettos nous séparent réciproquement. Ceux qu'on dit malades ou mal portants ou handicapés et ceux qu'on prétend bien portants. Pourquoi sommes-nous tant et tant séparés? Ce mur qui nous sépare nous déshumanise les uns comme les autres. Et là, j'ai eu cette décision intérieure et du coup, j'ai multiplié d'autres expériences et la même joie revenait. Ça a été aussi ma stupéfaction. Pas seulement avec Cédric. Le même émerveillement revenait et du coup, de fil en aiguille, je ne fais que courir après mon propre bonheur. J'ai rencontré ma femme. Enfin, j'ai d'ailleurs trouvé beaucoup de choses que je ne pensais pas être. Et c'est vrai qu'une des leçons du livre, et c'est quelque chose que vous essayez de faire passer, ça peut paraître, tellement on le dit souvent, une banalité, mais pourtant quand on y réfléchit, c'est tellement profond et stupéfiant. C'est que vous avez tellement reçu. C'est-à-dire que vous avez donné évidemment, mais vous avez reçu peut-être encore plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans ces expériences-là, on reçoit. Je pense que l'expérience de communion, c'est une expérience exponentielle. C'est même plus une addition. Et j'ai reçu, et j'ai évoqué l'émerveillement, et ça peut peut-être choquer parfois, et j'ai aussi reçu la conscience de mes limites en pleine figure. Et c'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été fait d'à bras ouverts, de voir mes limites. Aussi par rapport à des sujets auxquels je suis attaché aujourd'hui, et de me dire, mais oui, nous sommes capables de rejeter. Je suis capable de rejeter celui qui est différent, y compris mon ami parfois, lorsque ça devient trop difficile. Et je pense que c'est une double expérience, je le théorise un peu, désormais un peu universelle. Chacun d'entre nous, un jour, est émerveillé par celui qu'il ne considérait pas. Et ça change sa vie, et c'est une école anthropologique, ça montre que la dignité de l'homme passe ce qu'il pouvait ressentir parce qu'il est émerveillé. Mais aussi, chacun d'entre nous, un jour, est comme effondré par le sentiment qu'un autre n'est plus humain.
ou ne mérite plus vraiment de vivre, ou n'a plus vraiment sa place parmi nous. Et là, c'est un autre enracinement. C'est-à-dire que l'homme passe infiniment, il passe l'idée que je peux m'en faire, et la dignité devient non seulement une expérience, comme je l'ai vécu avec Cédric, mais ça devient aussi comme un pari, un choix, une décision. Et ça, c'est cette double expérience que j'ai vécue à bras ouverts dans ma vie avec des personnes porteuses de handicap, d'être à la fois dans le bonheur et dans l'épreuve, dans la joie et la tristesse. Dans le même instant, il y a ces deux éléments que notre société croit incompatibles. La souffrance, si difficile, qu'il faut accompagner, contre laquelle il faut lutter, mais aussi la joie, la communion, enfin l'esprit de fraternité et d'humanité qui est inhérente, qui est appelée même par la souffrance, qui a besoin de consolation. Alors, Tugdual Derville, vous avez fait cette rencontre avec Cédric à Lourdes. C'est évidemment un moment de basculement dans votre existence. C'est quoi le chemin qui conduit à vouloir envisager de créer quelque chose, un projet comme à bras ouverts, parce que vous auriez pu vous dire, je vais passer maintenant tous les étés, et puis de temps en temps le week-end, du temps bénévolement pour accompagner des personnes porteuses de handicap, et ça aurait été très bien, c'était déjà parfait. Mais non, il y a eu quand même la volonté de créer quelque chose. Donc là, c'est autre chose encore. Il y a une vision à un moment donné qui fait on peut créer quelque chose, on peut mettre en place une association nouvelle. Et ça, c'est venu comment ? Je pense que d'abord c'est venu par beaucoup de circonstances. La rencontre avec une autre association qui n'existe plus, mais qui a existé quelques années, l'Enfant à nos portes. La découverte de l'injustice très grande que constitue l'isolement des personnes qui ont des handicaps, notamment à l'époque enfants, et puis de leurs parents. Donc la conscience d'un besoin, et puis à un moment donné une ambition. Quelque chose en moi qui appelait à fonder quelque chose, et une résistance énorme à cette ambition. J'ai passé des mois et des mois à refouler en moi. Heureusement, j'avais eu la vanité. Comme un combat intérieur ? Oui, un combat. J'avais eu la vanité de dire mon intention à quelques-uns, et donc je m'étais presque obligé à quelque chose. Mais il y a eu un combat pendant longtemps en disant non, je ne suis pas capable. Comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est que de la gueule. Comme ils disent, pardon de l'expression, c'est que de la vanité. Ça ne se fera pas. Je ne suis pas capable. C'est impossible. Je n'ai pas les talents pour ça. Ce serait trop difficile. Et puis un jour, j'ai appris le suicide de celui qui avait fondé l'Enfant à nos portes, qui était un homme que j'admirais énormément, qui était à la fois magnifique comme exemple, qui vraiment demeure pour moi un exemple de respect. Bernard. Voilà, Bernard. Et puis son suicide, et il était aussi très fragile. Et ce suicide a été le résultat de sa grande fragilité. Et quand je l'ai appris, à l'instant même où je l'ai appris, mes résistances ont fondu. Et ça m'a fait aussi réfléchir sur... c'est un peu comme si je me disais, je me l'ai pas dit comme ça à l'époque, mais mort ou état victoire. C'est pas possible que la mort ait le dernier mot dans sa magnifique générosité. Et donc la question s'est posée à ce moment-là, l'évidence plutôt s'est imposée de cette fondation d'À bras ouverts. Et je suis allé ensuite en parler à 4 amis qui ont tous dit oui. Alors quand on s'est retrouvé avec 4 à 5, on ne pouvait plus reculer parce qu'on se tenait. Et je pense que l'équipe était absolument essentielle. Hein. Ils ont dit oui, et puis on s'est engagé. On a passé tous ces obstacles, et ça s'est finalement réalisé au-delà même de nos espérances. Mais il y avait quand même aussi, je me suis rendu compte, une ambition de croissance. C'est-à-dire, j'avais déjà discuté avec Bernard de cette intention d'éventuellement fonder une association d'aspiration chrétienne, qui, je pense, manquait à l'Enfant à nos portes pour des raisons que je ne vais pas détailler. Et donc, j'en avais parlé, et il m'avait énormément encouragé. Donc j'ai eu l'impression d'être un peu son héritier. Au début, je pensais ne faire qu'une pâle imitation de l'Enfant à nos portes, liée à mes limites et au milieu dans lequel j'évoluais. Et je me suis rendu compte que non, on a approfondi des choses, qu'À bras ouverts était plus solide finalement que l'œuvre dont elle s'inspirait, qui était très, très belle mais fragile. Et avant de passer la parole à Mathilde, il y a quand même eu, dans ce moment de préparation, une scène, moi, que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle est assez drôle, finalement, et c'est un peu une scène de flottement. C'est quand vous rencontrez Marie-Hélène Mathieu, qui est une personne qui a été vraiment extraordinaire dans ce travail fait pour les personnes qui ont des handicaps, et où là, vous sortez du rendez-vous en vous demandant, mais est-ce qu'elle me prend pour un demeuré, pour quelqu'un qui a une idée totalement absurde.
On en rit souvent avec elle encore. C'est Et drôle quand même. j'ai fait attention à ce que j'écrivais pour manifester aussi tout ce que je dois à Marie-Hélène encore. Et encore ces derniers temps, quand on discute tous les deux. Je pense qu'elle nous a mis à l'épreuve, mais ça, c'est bien normal. Pour tout engagement fort, c'est-à-dire pour le mariage, pour une vocation, c'est important qu'il y ait des sages pour mettre à l'épreuve. Et qu'il y ait quelque chose qui soit de la folie de l'évangile, je dirais, qui dépasse les sagesses nécessaires humaines. Donc c'est vrai que Marie-Hélène, quand elle a vu 5 Godelureau, enfin on était 4 pour le rendez-vous parce que Pilouka n'avait pas pu venir, mais 4 Godelureau lui dire voilà, on va faire une association d'un genre nouveau, est-ce que ça existe déjà, est-ce que ça serait utile, et voilà, et elle nous a dit oui, ça serait utile, non, ça n'existe pas. Mais bon, venez d'abord, enfin attention, vous êtes jeune, comment vous allez faire, et puis si vous vous mariez, et puis vous n'avez pas fait votre vie, etc. Et elle nous a posé des bonnes questions qui est à ce moment-là que j'avais dépassé, personnellement, j'avais vraiment j'avais déjà dépassé ces mises à l'épreuve qui avaient préexisté, puis certains des autres, en tout cas, on dit, bah oui, et donc il y a eu un flottement, effectivement, et des discussions entre nous, mais et puis elle nous a beaucoup aidé aussi, donné des conseils pour trouver une assurance, voilà. Par contre, elle nous a donné, c'est vrai qu'elle nous a suggéré de nous entourer de sages âgés, et j'ai senti qu'il ne fallait pas le faire, pour à bras ouverts. Il fallait qu'on le porte vraiment nous. Et c'est peut-être aussi la fougue de la jeunesse, parce que les jeunes aussi n'aiment pas beaucoup dépendre des plus anciens. Mais je crois que ce qui m'animait à ce moment-là était ajusté. Même si c'est important d'avoir des anciens pour nous aider, je pense que si on avait eu des anciens trop tôt, on aurait eu du mal à développer à bras ouverts dans la fougue et l'inventivité du début. Merci Tugdual Derville. Je rappelle le titre de votre livre, L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Et c'est à Mathilde maintenant de nous prodiguer 3 conseils de lecture. Oui, François, je vous propose tout d'abord un très bel essai écrit par Nicolas Tenaillon. Cela s'appelle Dans la tête du pape François et c'est publié chez Solin Actes Sud. Alors ce livre, pour une fois, c'est un essai sur le pape François, écrit non pas par un journaliste, un vaticaniste, mais par un philosophe et un théologien. C'est un essai absolument remarquable car il s'attache à reprendre la vie du pape François depuis son origine, l'Argentine, son parcours intellectuel, religieux et politique aussi, et puis jusqu'à son élection sur le siège de Pierre. S'il s'est basé beaucoup sur les interviews du pape François, sur ses documents, sur ses écrits. Et aujourd'hui, vous avez vraiment le bonheur de lire à la fois un essai intellectuel, mais très clair, très limpide, extrêmement documenté, fouillé, et qui essaye de répondre à la question, mais qui est donc ce pape François ? A-t-il les moyens de mener les réformes qu'il a envie de mener ? Qui est-il ? Nous découvrons un homme beaucoup plus secret et complexe qu'il n'y paraît. Je vous conseille très vivement cet essai qui renouvelle un peu le genre de toute la littérature autour du pape François, écrit par quelqu'un de remarquable. Et puis pour compléter sur une actualité pape François qui revient en force, je vous propose En voyage avec le pape chez Robert Laffont, et là écrit par un vaticaniste, Andrea Tornielli, qui connaît très très bien le pape François, qui l'accompagne dans ses voyages depuis 4 ans. Et là, vous retrouvez une facette peut-être plus connue, mais aussi tout aussi touchante, car c'est le pape François humble, ouvert, discret, très à l'écoute de tous ceux qu'il rencontre à travers tous ses voyages. Andrea Tornielli, qui est vraiment un témoin très très privilégié et qui connaît très bien le Saint-Père, retrace ici une personnalité très très attachante et tout aussi intéressante. Et puis mon dernier conseil de lecture, c'est un petit manifeste qui vient de paraître chez Salvator pour le bien commun. 14 personnalités chrétiennes comme Guy Orange, Marie Balmary, Laurent de Cherizet, mais encore Jean-Marie Petitclerc ou encore François Soulages et bien d'autres, s'expriment dans chacun une tribune sur le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun ? Comment pouvons-nous faire pour justement penser à ceux qui sont les plus démunis, les plus pauvres, et comment faire pour que cette société, notre société, puisse être pleine d'espérance pour tous ses citoyens. Merci Mathilde. Je me retourne vers Tugdual Derville. L'aventure à bras ouverts. Alors peut-être est-il temps quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas tous exactement ce que c'est, de dire au fond qu'est-ce que propose et qu'est-ce qu'a voulu proposer dès le début à bras ouverts concrètement pour ces jeunes. Eh bien, il s'agit de partir ensemble avec des jeunes accompagnateurs qui sont des volontaires, des bénévoles, en week-end.
ou en séjour de vacances. Et puis au fil des années, se sont constitués donc des groupes. Il y a actuellement 28 groupes dans 14 villes, pas mal de groupes en région parisienne et puis dans nombreuses villes, d'autres villes de France. Et à chaque fois, ce qui est particulier, c'est que c'est tout simple. On partage notre vie. Il y a à la fois un accompagnateur et un jeune qui sont en binôme et bien sûr aider éventuellement avec une entraide au sein du groupe. Et la vie est toute simple, on fait des courses ensemble, on prend nos repas ensemble, on fait des promenades, des jeux, des chants. Ce qui marque, je crois, le plus au-delà de cette simplicité, c'est la joie. Derrière le handicap, il y a bien sûr, je l'ai évoqué au départ, une énorme souffrance, souvent familiale. Et quand on est juste des amis, eh bien, c'est la joie qu'on voit. Et le handicap est présent, il fait partie de cette vie, mais c'est pas ce qu'on regarde. On regarde des visages et des prénoms. Et d'ailleurs, dans la façon dont sont préparés les nouveaux accompagnateurs, qui sont à chaque fois très nombreux, il y a pratiquement 1200 accompagnateurs chaque année qui partent à bras ouverts, dont la moitié à chaque fois de nouveaux, donc il y a tout un renouvellement. Eh bien, on se prépare juste avec des prénoms, les capacités de nos amis, beaucoup plus qu'avec des mots, des handicaps. À bras ouverts accueille des enfants qui sont porteurs de handicaps qui peuvent être très différents, aussi bien physiques que exclusivement mentaux, mais aussi beaucoup au départ, c'était une des priorités, ce qu'on appelle des polyhandicaps, des handicaps à la fois physiques, psychiques et mentaux, sensoriaux, parce que ce sont les enfants qui ont le plus besoin de structures d'aide qui manquent. Et il y a besoin aussi d'une présence, d'un accompagnement très fort. Et donc, à chaque fois, il y a comme une aventure intérieure pour chacun. Il y a beaucoup de gens qui pourraient raconter leur propre aventure avec À bras ouverts, aussi bien des jeunes accueillis, peut-être des parents, et puis qui nous les confient des institutions, qui découvrent, et puis bien sûr les accompagnateurs. Mais quand un binôme part, eh bien, il vit quelque chose, une rencontre, une découverte, des phases d'émerveillement et des phases d'éréliction, des phases d'aridité. Et je me suis dit à chaque fois à quel point, dans cette rencontre interpersonnelle, eh bien, c'est chacun qui fait des pas vers l'autre. Je parle de la petite Valérie en particulier, qu'on a beaucoup aimée, qui n'est plus de ce monde, mais quand un accompagnateur un peu débutant, qui se sentait un peu empoté, se retrouvait, à l'époque c'était à Saint-Maurice, à l'hôpital de Saint-Maurice, au milieu de la foule de petits-enfants en fauteuil roulant qui criaient leur joie de partir, et que cet accompagnateur un peu empoté ne savait pas quoi faire, et bien il y avait une petite main qui le prenait, c'était Valérie, qui l'emmenait en claudiquant jusqu'à l'estafette pour y mettre sa valise, être sûr de partir. Et plusieurs ont témoigné que c'est elle qui les avait accueillis, c'est elle qui les avait consolés de leur angoisse, de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois dire. Et souvent, ils se disaient, ces accompagnateurs, qu'est-ce que je dois dire ou faire, etc. Mais c'est simplement être là qui est important. Et on découvre de ce fait, grâce à nos amis, que l'essentiel dans la vie, c'est d'être là. Et moi, je sais que j'ai un filleul qui est en fauteuil, Philippe, que je vois bien sûr aussi souvent que je peux, qui habite loin maintenant, mais quand il vient à la maison ou quand je le rencontre, tout de suite, il me ralentit. Il me met dans la contemplation parce qu'il ne peut pas parler. Du coup, on est là, il y a une présence et on goûte de ce fait, face à la frénésie consumériste de nos vies, tous nos écrans. Là, avec eux, on goûte une présence qui est un cadeau qu'ils nous font. Ces accompagnateurs bénévoles qui sont donc nombreux, ce qui est admirable, et j'ai envie de dire, ils ont des peurs. Enfin, c'est pas si évident de faire cette démarche. Et comment la structure les aide à faire ce pas, et je suppose que les premiers pas peuvent être parfois très angoissants, très difficiles. C'est un apprivoisement, et puis je pense qu'il y a aussi des expériences qui se déroulent plus ou moins bien selon les personnes. Moi, je pense qu'il faut de la durée pour dépasser les peurs. Et il faut aussi une vraie vie en commun. C'est pour ça que d'ailleurs, au début, on faisait parfois des sorties, parce que c'était possible pour certains qui avaient moins de disponibilité, aussi pour nos amis. Puis on s'est rendu compte que les sorties ne permettaient pas la vraie rencontre. La vraie rencontre, c'est un repas. Alors le repas, c'est une épreuve aussi, parce qu'un jeune peut avoir des difficultés à déglutir, il peut baver un tout petit peu dans son assiette, et il faut surmonter, et je le raconte même pour ma part, parfois une répulsion. Mais quand on dépasse ces peurs, justement, eh bien, on découvre quelque chose de plus profond, de plus beau. C'est à chacun de vivre une expérience. De temps en temps, le petit garçon qu'on accueille est absolument adorable, mignon, il nous appelle par notre nom tout de suite, il dit moi aussi, et on est tout ravis. Mais au bout de quelques séjours ou quelques week-ends, la relation semble s'enquister, ne progresse plus. Et là, il faut traverser quelque chose d'aride. Donc c'est très variable. J'aime bien la forme de Jean-Alain Grain, vous savez, de l'œuvre Emmanuel avec Lucette. Ils ont fondé une œuvre d'adoption pour des enfants trisomiques. Et il dit en substance que c'est quand le cœur est très déchiré qu'il est le plus rempli.
Et je crois que c'est ce qu'on a vécu à bras ouverts. Certaines fois, j'ai fait des premières visites, c'est-à-dire les visites dans des institutions spécialisées ou dans des familles avec des jeunes. Je me suis dit, voilà, là, il sera quand même difficile. Des jeunes qui ne parlent pas, beaucoup ne parlent pas, ou qui sont très agités, parfois avec un peu d'autoviolence. Et j'ai découvert souvent, quelques années plus tard, qu'on me disait, je pense à Oswald dont je parle, ou à Annie, ah, comme ils sont chouettes, comme c'est fantastique, comme ils sont extraordinaires. Donc derrière le mutisme de quelqu'un qui semble ne pas s'exprimer, au fil des séjours, on peut découvrir comme des surdoués de l'amour, de la perception, comme des choses qu'on n'imaginait pas du tout voir et que peut-être on ne perçoit pas chez les personnes valides. Tugdual Derville, c'est quasiment fini en 2 secondes. Passer la main, c'est pas trop dur? Ça a été long, il a fallu être poussé par différentes personnes, mais c'était pour moi une grande joie. Et c'est vrai que je pense qu'il faut totalement que les fondateurs se déshabillent, soient déshabillés de leur pouvoir, absolument. C'est essentiel pour qu'une structure vive. À un moment donné, le fondateur devient un poids. Et donc je l'ai fait pousser par des conseils et surtout aussi en accueillant que l'œuvre n'était pas achevée, que d'autres l'ont poursuivie. Merci Tugdual Derville, merci pour ce très beau livre aux éditions de l'Emmanuel, L'aventure à bras ouverts. Merci à Mathilde Mailleux de m'avoir accompagné à ce micro et je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vox Libri.